Je suis assise dans le salon de mes parents, perchée sur le bord du fauteuil fleuri qui occupe la même place depuis 20 ans. Les lumières de Noël scintillent à travers les fenêtres, se reflétant sur les photos de famille encadrées qui bordent les étagères en acajou, des images de vacances, de remises de diplômes et de célébrations, où mon sourire n'atteignait jamais tout à fait mes yeux. La cheminée crépite, envoyant une chaleur à travers la pièce qui ne pénètre pas le froid qui s'installe dans ma poitrine. Le cri de Juliette perce l'air alors qu'elle déchire une petite boîte enveloppée de papier doré. Maman. Papa. C'est exactement ce que je voulais. 4300 $, vous n'auriez pas dû. Elle sort un sac Gucci marron de couleur crème, le caressant comme un nouveau-né. Le logo du créateur capte la lumière alors qu'elle sautille sur ses genoux, 26 ans qui en paraissent 16. Maman rayonne. Seulement le meilleur pour notre petite fille. Papa hoche la tête, satisfait. Tu le mérites, princesse. La pièce se fige alors que je déballe soigneusement mon cadeau, une petite enveloppe scellée d'un autocollant en forme de flocon de neige. Mes doigts ne tremblent pas encore, ils ont l'habitude de cela. À l'intérieur, une carte en papier à 2 $ avec des montagnes enneigées et le message imprimé, « Joyeuse fête ». Pas de mots manuscrits. Pas de carte cadeau. Pas de chèque. Mon visage reste composé tandis que quelque chose au fond de moi se brise. 29 ans d'espoir s'effondrent en un instant. De l'autre côté de la pièce, tante Margaret croise mon regard. Sa bouche s'ouvre légèrement, l'horreur se lisant sur ses traits avant qu'elle ne reprenne son expression. Elle sait. Elle voit. Papa vérifie sa montre, tripotant le bracelet. La circulation sera mauvaise si nous ne partons pas pour le restaurant avant 7 heures. Maman se dépêche de remplir le verre de lait de poule de Juliette, évitant mon regard avec une facilité exercée. Regarde comme le cuir capte la lumière, annonce Juliette, paradant dans le salon avec son nouveau trésor. Il va avec tout ce que je possède. Mes mains me trahissent enfin. Un léger tremblement alors que je plie soigneusement la carte et la glisse dans ma poche. Un souvenir d'invisibilité. Plus tôt dans la journée, je me tenais dans mon modeste appartement de Portland, emballant des cadeaux que j'avais choisis avec un soin douloureux. Mon salaire d'enseignante de 57 000 $, étiré entre les prêts étudiants et le loyer, mais j'avais économisé pendant des mois pour ce jour. Le foulard en soie italienne pour maman, 180 $, enveloppé dans du papier argenté avec un nœud que j'avais noué 3 fois pour qu'il soit parfait. Elle adorera le motif bleu, ai-je murmuré en lissant les bords. Le stylo Parker pour papa, 145 $, gravé de ses initiales, niché dans une boîte en velours. Il a mentionné avoir besoin d'un nouveau pour les réunions avec les clients. Le livre d'art rare pour Juliette, 120 $, emballé avec un mot manuscrit sur l'exposition que nous avions promis de voir ensemble, une promesse de sœur jamais tenue. Peut-être que ce Noël sera enfin différent, ai-je dit à mon reflet en appliquant mon mascara, en prenant soin de ne pas le faire couler. L'espoir, cette mauvaise herbe tenace, fleurissant encore après des décennies de gel. Maintenant, je me lève, lissant ma jupe alors que la famille continue de célébrer autour de moi. Juliette prend des photos de son sac pour Instagram. Papa se verse un autre bourbon. Maman arrange des biscuits sur un plateau vintage. Je pense que j'ai besoin d'un peu d'air frais, dis-je, ma voix stable malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Personne ne lève les yeux, sauf tante Margaret, qui traverse la pièce et me touche l'épaule. Ses doigts appuient fermement, un code morse de compréhension. Tu n'as pas tort, murmure-t-elle. Tu mérites tellement plus. Je hoche la tête une fois, la gorge serrée, et je récupère mon manteau dans le placard du hall. La laine gratte contre mes poignets alors que je le boutonne méthodiquement de bas en haut. Personne ne remarque que je sors par la porte d'entrée, laissant le dîner inachevé. Le silence profond me suit le long des marches du porche, à travers l'allée glacée, jusqu'à ma voiture saupoudrée de neige fraîche. Le trajet jusqu'à Council Crest Park dure 12 minutes. Je me gare face au belvédère, les lumières de Portland s'étalant en contrebas comme des étoiles tombées. La ville continue ses rythmes de réveillon de Noël, inconsciente des veillées en solitaire et des traditions brisées. Quand suis-je devenu si invisible pour eux? Les mots embuent le pare-brise, des questions sans réponse. Je sors la carte de ma poche, pas seulement du papier, mais un symbole de rejet de toute une vie, 29 ans d'espoir d'un amour égal compressé en une salutation de masse. Mes larmes coulent enfin librement, des traces chaudes sur des joues froides. 29 ans à espérer un amour égal, et maintenant je vois qu'il ne viendra jamais. Les lumières de la ville se brouillent à travers mes larmes, se transformant en aquarelle maculée sur la nuit.
Je me demande combien d'autres sont assis seuls ce soir, serrant la preuve de l'incapacité de leur famille à les voir. Vous êtes-vous déjà senti invisible aux yeux de ceux qui devraient vous voir le plus clairement? Un mois s'est écoulé en silence. Seuls des appels occasionnels de ma famille, mais ma tante appelle souvent pour prendre de mes nouvelles. Un mardi après le travail, j'ai étalé des albums photos sur le sol de mon salon, la lumière du soleil de janvier luttant à travers la couverture nuageuse perpétuelle de Portland. Un mois depuis Noël. Un mois depuis la carte à $2. Elise Turner, fouille archéologique, je murmure, traçant du doigt une photo de mon 13e anniversaire. Un gâteau de supermarché est posé devant moi, le glaçage légèrement fondu sous les lumières de la cuisine. Mon sourire semble répéter. À côté, je place une autre photo, le 16e anniversaire de Juliette à l'hôtel Benson, des lustres en cristal brillant au-dessus d'un gâteau personnalisé à 3 étages. Le bras de papa est drapé autour de ses épaules pendant que maman ajuste le nouveau collier de perles de Juliette. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais méthodiquement documenté ma propre effacement. Des lettres d'acceptation à l'université conservées dans des pochettes en plastique, la mienne à l'université d'État de Portland avec une bourse d'études complète. Leur note agrafée au coin, tu devras travailler à temps partiel pour les dépenses. Celle de Juliette à l'école de mode avec leur message griffonné, nous sommes si fiers. Ne t'inquiète de rien d'autre que de tes études. Mes doigts tremblent alors que je me tourne vers mes photos de remise de diplôme. Maman et papa arrivant 20 minutes avant la fin de la cérémonie, papa vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Désolé d'être en retard, ma chérie. Le défilé de mode préliminaire de Juliette nécessitait notre attention. Maman avait lissé mon col, laissé du rouge à lèvres sur ma joue et demandé quand je prévoyais de commencer à chercher un emploi. Les preuves m'entourent comme des artefacts archéologiques d'une civilisation construite sur le déséquilibre. J'ouvre le tiroir de mon bureau et je sors un registre relié en cuir. À l'intérieur, des colonnes de chiffres retracent des années d'autosuffisance, des relevés de prêts étudiants totalisant 24 800 $ malgré 20 heures de travail hebdomadaire à la librairie du campus pour $12 de l'heure. Un courriel imprimé de papa, désolé, nous ne pouvons pas t'aider avec ta caution d'appartement en ce moment. À côté, une coupure de journal sur l'école de mode de Juliette. Frais de scolarité, 38 000 $ par an, plus 20 000 $ pour son programme d'études essentielles à Milan. Les chiffres brûlent dans ma vision comme des enseignes au néon accusatrices. Mon relevé de loyer actuel, 1 200 $ par mois pour un appartement d'une chambre avec un chauffage peu fiable. La publication Instagram de Juliette sur son nouvel appartement de luxe en centre-ville, béni soutien familial. Loyer, 2800 $, entièrement financé. Mon téléphone vibre. Je l'ignore, me concentrant plutôt sur une pile de cartes d'anniversaire de famille. L'écriture de maman sur plusieurs années. Pour Élise, amour, maman et papa. Joyeux anniversaire, Élise. De la part de maman et papa. Je récupère mon journal de ma table de chevet et j'y place soigneusement la carte. En dessous, j'écris en lettres délibérées, la dernière fois que je m'en dirai de l'amour. Mon téléphone vibre à nouveau avec une notification de discussion de groupe familial. J'ouvre les paramètres et je la mets en sourdine. Fait. Un autre texto de maman, dîner décontracté dimanche, ton père grille des steaks. Je tape, désolé, j'ai des projets. Pas d'excuses élaborées, pas de promesses de reporter. Juliette appelle ensuite. Élise, peux-tu m'aider à emménager dans mon nouvel appartement le week-end prochain? Maman et papa sont occupés avec un truc financier. Mon doigt plane au-dessus de l'écran. L'ancienne Élise aurait réorganisé son emploi du temps, serait arrivée avec du café et des beignets, aurait passé des heures à assembler des meubles Ikea pendant que Juliette dirigeait depuis la ligne de touche. Je ne suis pas disponible, réponds-je par texto. Bonne chance pour le déménagement. 3 points apparaissent pendant qu'elle tape, disparaissent, réapparaissent. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ces derniers temps? Je prends une profonde inspiration et je tape ce qui pourrait être le message le plus honnête que j'ai jamais envoyé. J'ai besoin de prendre un peu de distance avec les réunions de famille. La réponse est immédiate. Maman va être contrariée. Je pose le téléphone sans répondre. Pour une fois, ce n'est pas ma responsabilité. Debout devant le miroir de ma salle de bain, j'étudie mon reflet. Les mêmes yeux noisettes, le même nez droit, la même personne qui a passé 29 ans à espérer une égalité de traitement. Quand l'espoir devient-il de l'autodestruction? Je demande à mon reflet.
de retour à mon journal, j'écris une autre question. Que dirais-je à mes élèves s'ils étaient traités de cette façon? La réponse vient avec une clarté surprenante. Je leur dirais qu'ils méritent le respect. Je leur dirais que l'amour ne devrait pas exiger une preuve constante de sa valeur. Je leur dirais que parfois, la famille dans laquelle nous naissons n'est pas équipée pour voir notre valeur. Je ferme les albums photos, je range le registre des inégalités financières et j'empile tout soigneusement dans une boîte de rangement. Non pas pour oublier, mais pour préserver les preuves. Pour me rappeler les jours de semaine que ce n'est pas imaginé. Ce n'est pas une réaction excessive. Le schéma est réel. L'effacement est documenté. Et pour la première fois, je me permets de le voir clairement. Quand avez-vous réalisé qu'un schéma douloureux dans votre vie devait changer? 6 semaines plus tard, j'ai déjà pris mon nouveau poste et je suis entièrement concentré sur moi-même. Le soleil entre à flot par les fenêtres de l'atelier de poterie alors que je plonge mes doigts dans l'argile fraîche. Le tour tourne, mes mains guident, et quelque chose de beau émerge de rien. Je viens ici tous les samedis matins depuis 6 semaines, le reçu de $250 pour le cours épinglé sur le calendrier de ma cuisine avec un aimant qui déclare investissement en moi-même. Tu as un don naturel pour ça, Élise, dit Miranda, l'instructrice. Ses cheveux argentés tombent sur son visage alors qu'elle se penche pour examiner mon travail. La plupart des débutants se battent avec l'argile. Tu apprends à collaborer avec elle. La métaphore ne m'échappe pas. Pendant 29 ans, je me suis battu contre la perception que ma famille avait de moi au lieu de construire quelque chose de nouveau avec les matériaux à portée de main. Merci, dis-je en appliquant une légère pression pour former le bord de ce qui deviendra un bol de service. J'essaie d'être plus patiente avec le processus. Pas seulement avec l'argile, mais avec moi-même. Les mots de la séance de thérapie d'hier résonnent dans mon esprit aussi clairement que si le docteur Williams se tenait à côté de moi. Votre valeur ne se mesure pas à leur reconnaissance. $90 par séance, de l'argent que j'aurais autrefois dépensé pour des cadeaux élaborés pour des personnes qui ne les appréciaient jamais. Maintenant, ces fonds construisent mon paysage intérieur à la place. Hier soir, j'ai retiré la dernière photo de famille du mur de mon salon. L'espace accueille maintenant 3 tirages encadrés que j'ai choisis chez un artiste local, des images d'arbres solitaires se dressant fièrement contre des ciels orageux. Ma bibliothèque s'est également transformée, se remplissant de volumes que j'ai choisis pour moi-même plutôt que des classiques littéraires que mon père insistait pour représenter des personnes cultivées. Mon téléphone vibre. Le nom de ma mère apparaît à l'écran avec sa tentative hebdomadaire de restaurer l'ancienne dynamique. Élise, ma chérie, je pensais que tu devrais organiser le dîner de Pâques cette année. Juliette est si occupée avec son nouveau projet, et cela te donnerait l'occasion de montrer à tout le monde tes talents de cuisinière. L'ellipse dans sa voix porte le poids d'un jugement tacite. Il y a 3 mois, j'aurais accepté immédiatement, désespéré de prouver ma valeur par des œufs mimosa parfaits dans un appartement impeccable. Aujourd'hui, je pose mes mains couvertes d'argile et je tape une réponse simple. Je ne suis pas disponible pour organiser Pâques cette année. J'ai des engagements antérieurs. Aucune explication, aucune excuse, juste une limite, aussi claire que la ligne entre l'argile humide et la table sèche. Très joli, dit Miranda en hochant la tête vers mon bol. Vous êtes centré. Je le suis, à plus d'un titre. Lundi matin apporte une validation inattendue à l'école. Le directeur Harrington m'appelle dans son bureau, faisant glisser mon évaluation d'enseignante sur son bureau avec un rare sourire réchauffant son visage habituellement sévère. C'est un travail exceptionnel, Élise. Les réponses des élèves à votre unité d'écriture créative ont été remarquables. Je n'ai jamais vu des chiffres d'engagement comme ceux-ci. J'accepte le dossier, parcourant les commentaires des élèves. L'un d'eux saute aux yeux, le devoir de Madame Turner sur l'écriture de notre histoire de vie sous une perspective différente a changé ma façon de me voir. Je n'avais jamais pensé à être le héros au lieu de la victime. Les mots atterrissent dans ma poitrine comme une pierre chaude. Toutes ces années à me sentir invisible, et me voilà, aidant les autres à se voir plus clairement. Il y a autre chose, poursuit le directeur Harrington. Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger le programme d'écriture d'été. Votre esprit indépendant est exactement ce dont nous avons besoin. Il est assorti d'une allocation, bien sûr. Le mot indépendant ne me pique plus, comme il le faisait autrefois lorsque ma mère l'utilisait pour justifier sa négligence. Maintenant, il porte le poids du respect. Je serais honoré, réponds-je en redressant les épaules. Cet après-midi-là,
je reçois un courriel m'invitant à présenter lors d'une conférence régionale sur l'éducation. Mon doigt plane sur le bouton de suppression, mon premier instinct étant de supposer qu'il m'a été envoyé par erreur. Puis je me souviens des mots du docteur Williams, supposez que vous méritez de bonnes choses jusqu'à preuve du contraire. Je clique sur accepter à la place. Plus tard dans la soirée, j'ouvre mon application bancaire et je vire $500 sur le compte intitulé « À compte pour une maison », le premier d'une longue série. Une maison qui sera vraiment la mienne, pas un espace que j'occupe en marge de la vie de quelqu'un d'autre. Le téléphone sonne à minuit. La voix sanglotante de Juliette remplit mon oreille avant même que je puisse dire bonjour. Il a rompu avec moi, Élise. Je n'arrive pas à y croire. Derek est parti juste après le dîner. J'ai besoin que tu viennes. Je ne peux pas être seul en ce moment. L'ancienne Élise aurait sauté du lit, enfilé des vêtements et traversé la ville à des vitesses dangereuses pour réconforter sa sœur. La femme que je deviens prend une inspiration. Je suis vraiment désolé que cela soit arrivé, Juliette. Je peux parler demain pendant ma pause déjeuner. Quoi? J'ai besoin de toi maintenant. C'est sérieux. Je comprends que tu souffres. Je suis disponible demain à midi. Mon temps compte aussi. Le silence choqué s'étire entre nous, un nouveau territoire que ni l'une ni l'autre n'a encore cartographié. Je suppose que je peux attendre jusqu'à demain, murmure finalement Juliette. Puis, quelque chose que je n'ai jamais entendu de sa part auparavant. Je suis désolé, Élise. Je n'ai pas pensé à l'heure qu'il est. Après avoir raccroché, je reste éveillé, m'attendant à moitié à l'appel de suivi de ma mère, outré de mon égoïsme. Il arrive à 1h17, sa voix en colère remplissant ma messagerie vocale d'accusations familières. Je le supprime, sans écouter jusqu'à la fin. Dans les semaines à venir, mon réseau de soutien s'élargit comme des ondulations dans l'eau calme. Robert, le professeur d'histoire dont la salle de classe se trouve en face de la mienne, s'arrête à mon bureau après la dernière sonnerie. Je me demandais si tu aimerais dîner vendredi, dit-il, ses mains tripotant un trombone. Juste en ami, mais j'ai toujours admiré tes élèves. Tante Margaret arrive pour une visite de week-end, dépliant la courte pointe de grand-mère sur mon lit avec des mains respectueuses. Elle a toujours vu ta lumière, Élise, même quand les autres ne la voyaient pas, dit Margaret en lissant le tissu délavé. Elle a laissé ceci spécifiquement pour toi, parce qu'elle savait que tu apprécierais son histoire. Mes camarades de poterie organisent une randonnée au Mont Hood. Ma thérapeute note que ma posture a changé, s'ouvrant comme une fleur se tournant vers le soleil. Lors d'une réunion du personnel, lorsque le directeur sportif rejette ma suggestion d'intégrer l'écriture créative à l'éducation physique, ma collègue Sandra prend la parole. Élise dit cela depuis des années. La recherche soutient son approche. Le texto du groupe familial sonne avec l'annonce du mariage du cousin Caleb pour juin. Tout le monde répond avec une acceptation enthousiaste. Je tape simplement, je serai présente, mais je viendrai en voiture séparément. Le texto privé de ma mère arrive en quelques minutes. Pourquoi es-tu difficile? Je considère une douzaine de réponses avant de m'en tenir à la vérité sans méchanceté. Fixer des limites saines n'est pas être difficile. Dans mon calendrier, j'ai créé l'entrée. Mariage. 2 heures maximum. Amener Robert? Nous sortons ensemble depuis un moment. Le jardin du balcon que j'ai commencé s'épanouit avec des herbes et des fleurs sauvages indigènes. Alors que la lumière du soir filtre à travers les feuilles, je suis assise avec mon journal ouvert sur mes genoux. Les pages contiennent moins de questions maintenant, plus de déclarations. Aujourd'hui j'écris, la croissance exige à la fois distance et nourriture. Mes doigts, encore légèrement tachés d'argile, tracent les mots. Quelle graine de respect de soi êtes-vous prêt à planter dans votre propre vie? La question monte spontanément alors que je regarde une abeille naviguer entre les fleurs, déterminée dans son voyage. La réponse fleurit en moi, plus forte que n'importe quel doute ne pourrait la submerger, des graines qui me permettront enfin de m'épanouir. Et dans les mois à venir, je montrerai enfin à ma famille qui je suis. Le jour du mariage, 3 mois plus tard, je sors de la voiture de Robert, lissant le tissu de ma robe vert sauge. La soie simple tombe juste en dessous de mes genoux, une élégance abordable qui a nécessité 3 mois de budgétisation minutieuse. Tu es magnifique, murmure Robert, sa main trouvant le creux de mon dos. Le country club s'étend devant nous, des pelouses manucurées s'étirant vers le Mont Hood au loin. Le cousin Caleb a bien choisi le lieu de son mariage,
bien que je me demande comment l'oncle George a pu se le permettre avec son revenu de quincaillerie. Prête, demande Robert. Je hoche la tête, plus sincèrement que je ne l'ai jamais été. 6 mois de thérapie et de fixation de limites m'ont blindé pour cette réunion de famille. Juliette nous aperçoit immédiatement, agitant frénétiquement la main depuis l'entrée. Sa robe de cocktail à paillettes capte la lumière de l'après-midi, projetant des prismes dansant sur le trottoir. Trop formel pour un mariage en plein air, mais c'est Juliette, toujours un cran au-dessus de l'approprié. Élise, tu es venue. Elle m'embrasse près de la joue, son parfum flottant entre nous. Et tu as amené un ami? Robert Thompson, dit-il en tendant la main. Le collègue d'Élise. Et plus encore, ajoute-je fermement. Nous sortons ensemble depuis 3 mois. Les sourcils parfaitement épilés de Juliette se haussent. Maman n'a pas mentionné ça. Maman ne sait plus tout de ma vie. Avant qu'elle ne puisse répondre, maman apparaît, son sourire étiré aussi fin qu'un élastique usé. Ses yeux vont et viennent entre nous, se posant sur mon simple collier en or, la robe, la présence stable de Robert. Élise, ma chérie, son étreinte semble mécanique. Ton appartement doit être à l'étroit avec de la compagnie ces jours-ci. As-tu pensé à déménager? La vieille piqûre familière menace, mais je respire à travers. Mon appartement me convient parfaitement. Papa s'approche en tirant sur son col. Le costume est plus ample que je ne me souviens. Voilà ma fille indépendante, dit-il en me tapotant maladroitement l'épaule. Ton appartement doit être trop petit pour toi maintenant. Même scénario, acteur différent. Je souris simplement. Tante Margaret me sauve, se précipitant avec une étreinte sincère. Regarde-toi, murmure-t-elle, tu te tiens si droite. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule avant d'ajouter, tes parents ont des problèmes financiers. Les investissements de Thomas ont chuté. La cérémonie se déroule dans un flou de tulle blanc et de promesses. Pendant la réception, je remarque des détails qui m'auraient échappé auparavant. Papa se disputant avec le photographe à voix basse et sèche sur les conditions de paiement. Le sac à main de maman, pas son Prada habituel, mais une pochette en cuir usé avec une petite éraflure sur le coin. Et le plus révélateur, l'expression paniquée de Juliette lorsque le barman lui rend sa carte de crédit en secouant la tête. Le jardin derrière la salle de réception offre une évasion temporaire. Des roses grimpent sur des treillis, leurs fleurs de juin lourdes de parfum. Je respire profondément, comptant à rebours à partir de 10 la technique du docteur Williams pour traiter la surprise sans réaction. Tu t'enfuis encore? Je me retourne pour trouver Juliette, son mascara légèrement bavé au coin. Je prends un moment, la corrige-je. La différence est importante. Elle s'affale sur un banc de pierre, d'une maladresse inattendue. Tu es différente maintenant. Oui. J'ai réalisé à quel point tout était injuste. Les mots sortent, non répétés. Je suis désolé, Élise. J'attends, des années d'expérience m'apprenant que les excuses de Juliette sont souvent assorties de conditions. Ils ne peuvent plus me soutenir, poursuit-elle, la voix brisée. L'entreprise de papa s'effondre. Le condo est vendu. Mes cartes de crédit sont au maximum. Je m'assieds à côté d'elle, en gardant quelques centimètres de distance. Ça a l'air difficile. Je n'ai jamais appris à me débrouiller seul comme toi. Une larme coule sur son fond de teint. Je ne sais pas comment vivre avec ce que je gagne réellement. Le coucher de soleil peint le jardin d'une lumière ambrée, transformant les paillettes de Juliette en minuscules flammes. Nous restons assis en silence, le premier calme confortable entre nous depuis l'enfance. De retour à l'intérieur, papa m'interpelle près de la table des gâteaux. Tu as toujours été doué en finance, commence-t-il, la voix inhabituellement hésitante. Les enseignants ont d'excellentes compétences en planification de la retraite. Je sirote mon champagne en attendant. Nous aurions peut-être besoin de quelques conseils. La famille s'entraide, tu sais. Avant que je puisse répondre, des parents nous entourent. Élise. J'ai entendu dire que tu avais obtenu le poste de chef de département, tonne l'oncle George. J'ai toujours su que tu réussirais. Maman apparaît à mon coude. Élise a toujours été notre pragmatique, dit-elle, ses doigts tordant nerveusement son alliance. Si responsable. De l'autre côté de la pièce, Robert discute avec sa sœur, venue de Salem. C'est l'enseignante la plus respectée de son école, l'entends-je dire, la fierté réchauffant sa voix.
Juliette s'approche, soumise. Connais-tu des appartements abordables à Portland? Peut-être en colocation? L'ironie ne m'échappe pas. Après des années d'invisibilité, tout le monde me voit soudainement non pas pour qui je suis, mais pour ce que je pourrais fournir. Lorsque papa mentionne une aide familiale temporaire plus tard, je maintiens une distance polie sans cruauté. Je ne suis pas en mesure d'aider financièrement, lui dis-je directement. Mon budget est soigneusement équilibré avec mes propres besoins. À Juliette, j'offre ce dont elle a réellement besoin. Commence par un budget et des colocataires. C'est comme ça que j'ai survécu à mes 3 premières années d'enseignement. Maman tente la culpabilité, sa spécialité. Nous t'avons toujours soutenu. Émotionnellement ou financièrement, je demande doucement. Son silence répond plus sincèrement que les mots ne le pourraient. À 9 heures, je trouve Robert près du bar. Prête à partir? Je demande. Le soulagement dans ses yeux reflète le mien. Quand tu veux. Nous nous éclipsons pendant le lancer du bouquet, conduisant vers Cannon Beach plutôt que de retourner à Portland. L'air de la nuit porte le sel et la liberté alors que nous marchons pieds nus le long du rivage, nos chaussures pendant à nos doigts. Tu as géré ça magnifiquement, dit Robert. Je regarde le clair de lune ondulé sur le Pacifique. Parfois, le plus grand cadeau est de voir clairement. Les vagues se brisent et se retirent, un rythme plus ancien que les schémas familiaux. Je me demande combien d'autres ont trouvé la force de s'éloigner des attentes qui ne les ont jamais servis, choisissant plutôt le chemin incertain du respect de soi. L'océan ne répond pas, mais d'une manière ou d'une autre, je n'en ai plus besoin. Une semaine après le mariage, j'arrive chez mes parents à 6 heures précises, garant ma Honda à côté de la Lexus de papa qui présente maintenant des taches de rouille autour des passages de roues. 2 heures. C'est tout ce que j'ai alloué pour cette importante discussion familiale. Le minuteur de ma montre est déjà réglé. La lumière du porche d'entrée vacille faiblement à mon approche. Aucune couronne de Noël n'orne la porte en cette soirée de juin, mais le poids familier de l'attente pèse lourdement dans l'air printanier. Je frappe au lieu d'utiliser ma clé. Maman répond, son sourire trop éclatant, son étreinte trop serrée. Élise, tu es magnifique. Cette promotion te va bien. J'entre dans le salon, où les meubles semblent étrangement réarrangés. Le canapé d'angle en cuir italien a disparu, remplacé par un canapé beige générique. Des photos de famille bordent toujours les murs, mais le vase en cristal coûteux qui domine normalement la table basse est manquant. Papa se lève de son fauteuil, les épaules légèrement voûtées. Ponctuelle comme toujours, Élise. J'ai une réunion du personnel demain matin, explique-je. Je peux rester jusqu'à 8 heures. Juliette est assise dans le fauteuil d'angle, les doigts se tordant sur ses genoux. Elle fait un petit signe de la main mais reste inhabituellement silencieuse. Maman entre précipitamment avec un plateau de tasse à café. J'ai fait tes biscuits au citron préférés. La famille doit se serrer les coudes dans les moments difficiles. Papa commence sans préambule. Il arpente devant la cheminée où aucun feu ne brûle malgré la fraîcheur du soir. Le nom des Turner a toujours représenté quelque chose dans cette communauté. Maman s'assied à côté de moi, sa main cherchant la mienne. Nous avons toujours été si fiers de toi, Élise. Ton indépendance, ta détermination, ce prix d'enseignement. Tu n'as jamais eu beaucoup besoin de nous. Ma peau se hérisse d'une reconnaissance familière. Le scénario n'a pas changé, seulement les circonstances. Je sirote mon café et j'attends. Le ralentissement du marché a été particulièrement brutal pour la société d'investissement, poursuit papa, sa voix luttant pour retrouver son autorité habituelle. Notre portefeuille. Eh bien, il y a eu des pertes importantes. La banque a appelé au sujet de l'hypothèque, ajoute maman, sa voix tombant à un murmure. Nous pourrions perdre la maison. Papa s'éclaircit la gorge. Le renouvellement du bail de Juliette arrive le mois prochain. Ce complexe d'appartements du centre-ville a de nouveau augmenté les tarifs. Maman serre ma main. Nous avons remarqué que votre district scolaire a annoncé ce nouveau poste de chef de département, celui avec l'augmentation substantielle. Les pièces s'emboîtent avec une clarté parfaite. Je pose ma tasse de café avec précaution sur la table. Nous nous demandions juste si vous pourriez temporairement aider avec les dépenses de Juliette, dit papa, le mot temporairement s'étirant finement entre nous, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. La famille s'entraide, ajoute maman, son sourire vacillant. Tu as toujours été notre roc. La pièce tombe dans le silence.
Juliette étudie sa manucure coûteuse, la honte colorant ses joues. Je dois dire quelque chose qui aurait dû être dit depuis longtemps. Ma voix semble plus stable que je ne le ressens. Je fouille dans mon sac à main et je retire la carte de Noël, maintenant légèrement usée sur les bords après les mois que je l'ai portée. Je la pose sur la table basse. C'est à ce moment-là que j'ai enfin vu la vérité. Papa jette un coup d'œil dédaigneux à la carte. Une carte de Noël? Vraiment, Élise, nous discutons de questions financières sérieuses ici. Il ne s'agit pas d'argent. Je trace la scène de montagne en papier avec mon doigt. Il s'agit de 29 ans de messages selon lesquels je compte moins. Le 16e anniversaire de Juliette à l'hôtel Benson alors que mon 13e anniversaire a été célébré avec un gâteau de supermarché. Ma bourse d'études avec votre note indiquant que je devrais travailler à temps partiel pendant que vous financiez entièrement l'école de mode de Juliette et son semestre en Italie. Le visage de maman se vide de sa couleur. Nous n'avons jamais voulu. Je ne crois pas que vous l'ayez fait consciemment, continue-je. Mais c'est arrivé de manière constante. Chaque anniversaire. Chaque Noël. Chaque étape importante. C'est ridicule, le visage de papa rougit d'indignation. Nous t'avons donné tout ce dont tu avais besoin. Mais jamais ce qu'elle voulait, dit soudainement Juliette. Tous les yeux se tournent vers elle. Elle a raison. Nous l'avons toujours traitée comme si elle était moins importante. Je l'ai vue toute ma vie et j'en ai profité. La bouche de papa s'ouvre, puis se ferme. Les fondations de la mythologie familiale se fissurent visiblement sous mes yeux. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit, dis-je. Mais si nous voulons une relation à l'avenir, cela commence par le respect et l'égalité. Alors tu n'aideras pas ta sœur? Les larmes de maman coulent librement maintenant, sincères plutôt que stratégiques. Je ne dis pas ça. Je dis que je ne serai pas la solution financière de la famille tant que le schéma se poursuivra. Je ne financerai pas l'appartement de luxe de Juliette alors que j'ai eu du mal à me permettre mon propre logement. Je ne contribuerai pas à une dynamique où je donne tout et ne reçois rien. Après tout ce que nous avons fait pour vous, la voix de papa monte brusquement, révélant ses véritables attentes, c'est ainsi que vous nous remerciez? J'offre quelque chose de mieux que de l'argent, réponds-je, ma voix égale. J'offre de l'honnêteté. J'offre la chance d'une relation construite sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Elle ne nous doit rien, dit doucement Juliette. Rien de tout cela n'est de sa responsabilité. Le silence qui suit ressemble au premier moment honnête que nous avons partagé depuis des décennies. Je me lève, lissant ma jupe. J'ai besoin de la reconnaissance de ce qui s'est passé. J'ai besoin que mes limites soient respectées. Je suis prête à aider Juliette à trouver un appartement abordable, à créer un budget et à postuler à des emplois. Mais je ne sacrifierai pas ma sécurité financière ni mon respect de moi-même. Les épaules de maman sont secouées de sanglots silencieux. Papa regarde par la fenêtre, le dos raide de fierté. Pensez à ce que j'ai dit. Je prends mon sac à main. Je vais me laisser sortir. L'air de la nuit est purifiant alors que je me dirige vers ma voiture. Les étoiles percent l'obscurité au-dessus de ma tête, témoin d'une vérité enfin dite. Je réalise, en démarrant le moteur, que la vérité n'a pas besoin d'être dure pour être puissante. Elle a simplement besoin d'être dite. Quelle vérité avez-vous eu besoin de dire, même lorsque les autres n'étaient pas prêts à l'entendre? Je déverrouille la porte de mon nouvel appartement de Portland, la clé glissant en place avec un clic satisfaisant. Un an après cette révélation de Noël, ma vie est transformée non pas par ce que les autres m'ont donné, mais parce que je me suis enfin donné la permission de compter. Dernière boîte, annonce Robert en posant un récipient en carton étiqueté et livre sur le sol en bambou que j'ai choisi moi-même. Sa présence stable au cours des derniers mois est devenue un réconfort que je n'aurais jamais cru avoir besoin. Pas un sauvetage, mais un partenariat. Je trace du doigt la clé de la maison encadrée et montée sur le mur de l'entrée. En dessous, une simple plaque indique 18 000 $, le prix de la liberté. Chaque dollar représentant des mois d'heures supplémentaires, une budgétisation minutieuse et le fait de dire non aux attentes familiales qui me consumaient autrefois. Le poste de chef de département te va bien, remarque tante Margaret en arrangeant des fleurs sauvages dans un vase en céramique que j'ai créé en cours de poterie. Elle me touche l'épaule, ses yeux plissés de fierté. Tu as construit cette vie brique par brique, Élise. Le soleil de l'après-midi se déverse par les fenêtres que j'ai passé des heures à choisir, projetant des rectangles dorés sur la table à manger dressée pour 4. Non pas un grand rassemblement, mais un rassemblement intentionnel.
Robert. Tante Margaret et Juliette me rejoindront pour le dîner. Mes conditions, mon espace, mes limites intactes. Le texto de papa est arrivé ce matin. J'espère que le déménagement s'est bien passé. 5 mots représentant sa difficulté à naviguer dans notre nouvelle réalité. Maman appelle maintenant toutes les semaines, sa conversation prudente mais de plus en plus sincère. De petits pas vers ce qui pourrait un jour devenir une connexion authentique. Juliette arrive, portant une plante d'intérieur et une bouteille de vin de milieu de gamme. Ses sacs de créateur ont disparu, remplacés par une tenue de travail raisonnable de son premier vrai travail. La recherche d'appartement se passe bien, dit-elle en m'aidant à disposer les assiettes sur la table. Ma colocataire travaille dans la comptabilité, elle m'apprend à budgétiser. Sa voix recèle une humilité nouvelle qui me surprend parfois. Plus tard, alors que Robert m'aide à accrocher des rideaux dans la chambre, ses mains stables sur la perceuse, il demande « As-tu pensé à l'été prochain ?» Ce chalet sur le mont Oud est toujours disponible à la location. Je souris, n'ayant plus peur des possibilités futures. J'aimerais ça, réponds-je simplement. Quand tout le monde est parti, je me prépare pour ma première nuit seule dans ma nouvelle maison. Je place la carte de Noël, ce catalyseur de changement à $2, dans un simple cadre sur mon bureau. Ce qui symbolisait autrefois l'invisibilité représente maintenant la force découverte par la douleur. J'ouvre mon journal, passant mes mains sur une page blanche avant d'écrire « La valeur est inhérente, non gagnée ou accordée par les autres ». À l'école, une jeune enseignante est venue me voir hier, les larmes coulant sur son visage après une réunion de famille où ses réussites ont été rejetées. J'ai trop bien reconnu ce regard blessé. Vos limites ne sont pas égoïstes, lui ai-je dit, en lui offrant des mouchoirs et la validation dont j'avais moi-même désespérément besoin. Mon compte d'épargne augmente régulièrement, maintenant intitulé Rêve futur au lieu de fonds d'urgence. Le studio de poterie local a appelé hier pour exposer mes pièces le mois prochain. De mon petit balcon, je regarde le coucher de soleil de Portland peindre le ciel de teintes aquarelles. Il y a un an, j'étais assise dans ma voiture, sanglotant à cause d'une carte insignifiante. Ce soir, je suis entouré d'une vie construite selon mes propres termes. Le cadeau, murmure-je à l'air du soir, c'était de me trouver. Je ferme mon journal, n'ayant plus besoin de validation externe pour connaître ma valeur. En éteignant la lumière du Porsche, j'entre dans des pièces meublées avec intention et respect de soi. L'amour qui doit être gagné n'est pas de l'amour du tout.